Des organisations de veille citoyenne assurant la veille justement sur les activités biotechnologiques brandissent le carton rouge et sifflent la fin du projet Target Malaria. Un plaidoyer qu'ils adressent aux autorités en place eu égard de la recrudescence de certaines maladies liées aux moustiques, qui est donc l'agent de recherche du projet Target Malaria. Et les responsables de ces structures ont animé une conférence de presse jeudi à Ouagadougou. Nous avons le plaisir de recevoir Ali Tapsoba, Ali de Guama Tapsoba, qui est le porte-parole de ces organisations de veille assurant la veille citoyenne. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci donc d'être sur ce plateau du 100% Info. D'abord, vous allez nous expliquer pourquoi est-ce que vous êtes opposé justement à la poursuite des travaux de recherche de Target Malaria? Disons que nous avons beaucoup de choses contre ce projet parce que d'abord les objectifs de ce projet ne sont pas clairs. Un projet qui dit lutter contre le paludisme, donc quand vous regardez actuellement déjà dans sa phase d'implémentation, en lâchant des moustiques dans l'environnement au sein des villages, dit que la première phase n'a aucun objet de faire réduire le paludisme. Et le même projet dit que même dans la deuxième phase qui est en cours, qui risque de connaître un second lâcher, ça n'a pas d'objectif de réduire le paludisme. Ils nous font croire qu'il faut attendre jusqu'à... N'est-ce pas à court terme peut-être? Peut-être, mais ils nous font croire qu'il faut attendre jusqu'à la troisième phase pour espérer avoir des résultats de lutte contre le paludisme. Donc, vous voyez déjà qu'en termes d'objectifs, c'est biaisé. Parce que nous aurons compris que déjà, dans la première phase, les lâchers qu'on a connus avaient pour objectif déjà de réduire le paludisme. Ensuite, ce projet a vraiment l'approche opaque. Parce que nous nous sommes dit qu'en principe, lorsque un projet est d'utilité publique, il aurait fallu une consultation nationale, il aurait fallu qu'il y ait des résultats publics. Mais ce projet se contente de chercher des soi-disant consentements avec essentiellement des villages géographiques où le projet est implémenté. Alors que vous et moi, vous savez que les moustiques ne sont pas comme des chèvres qu'on élève, dont on est convaincu à 100% qu'ils peuvent être confinés dans de l'espace géographique donné. Les moustiques, ça voyage. Ce n'est pas parce que simplement le projet est implémenté à Bobo, au Sankabu, dans le village de Bana, que c'est seulement les gens du village de Bana qui doivent donner leur consentement. Il aurait fallu consentement au niveau national, même au niveau sous-régional, parce que les mêmes moustiques ont la capacité de se retrouver dans la sous-région. Ensuite, ce projet a fait un premier lâcher, il vous souviendra, en 2019, où environ 14 000 moustiques, parce qu'on dit qu'il y a 6 400 moustiques, mais en réalité, les 6 400 concernent des moustiques génétiquement modifiés. En dehors de ça, il y a environ 8 000 et quelques moustiques qui ont été lâchés dans la nature qui ne sont pas génétiquement modifiés. À ce jour, nous n'avons pas un rapport de résultat public de ces lâchers de 2019. Ensuite, quand vous regardez le principal bailleur de ce projet, il s'agit de Bill Gates. Bill Gates, en règle générale, quand il intervient en Afrique, ce qui l'intéresse, c'est notre démographie galopante. De quoi il se mêle? Et quand nous avons un tel bailleur impérialiste, capitaliste, qui se soucie de la croissance de la démographie africaine, qui finance un projet, on se pose réellement la question, est-ce qu'il n'y a pas de sous-entendus derrière? Il y a aussi une institution américaine, DARPA, qui s'intéresse à ce projet. En règle générale, lorsque des militaires sont dans des projets de recherche, l'objectif n'est pas forcément sanitaire. Donc, voici autant de choses qui nous amènent forcément à se méfier de ce projet. Alors, nous allons revenir sur les différents griefs que vous avez énumérés, mais bien avant, j'aimerais vous inviter, et les téléspectateurs également, à suivre ce extrait que nous avons sélectionné. Il s'agit d'un extrait du docteur Abdoulaye Diabaté, qui est
Ontologiste médical et chercheur à l'IRSS. Il est le coordonnateur du projet Target Malaria. Nous avons reçu sur ce même plateau le 23 novembre 2023. Il nous expliquait un peu en quoi consistait le projet et de quoi il en ressort. Suivant. Si vous regardez en fait le processus de construction de cette technologie, on va par étapes et nous avons 3 grandes phases. La toute première phase, effectivement, qui est finie en juillet 2019, a consisté à lâcher le moustique génétiquement modifié mâle stérile autolimitatif. Le terme est relativement simple. Autolimitatif, stérile, ça veut dire en fait que quand vous lâchez ce moustique sur le terrain, il peut s'accoupler avec les femelles, mais il n'y a pas de progéniture parce qu'ils sont stériles. Et donc, du coup, ça veut dire que votre gène d'intérêt que vous avez introduit n'a pas capacité effectivement à être introduit dans la population et puis à se répandre. Et ça a été fait à dessein, parce qu'on veut aller étape par étape. La deuxième étape maintenant, on a fait la modification de telle sorte que vous voyez, en fait, lorsque vous prenez tous les systèmes de reproduction, globalement, c'est-à-dire qu'à l'échelle populationnelle, quand vous faites l'évaluation du nombre d'hommes, du nombre de femmes, ou nombre de mâles ou femelles, par exemple chez les animaux, vous allez vous rendre compte qu'à l'échelle populationnelle, vous avez 50% de mâles et 50% de femelles. Cela est également valable pour le moustique. Mais nous avons fait la transformation de telle sorte que, lorsque le mâle génétiquement modifié s'accouple avec la femelle, et qu'on a de la progéniture, au lieu d'avoir 50-50%, on se retrouve pratiquement avec 95 voire 100% de mâles, donc pratiquement pas de femelles. Et la raison est vraiment extrêmement intéressante ici, parce que les mâles de moustique ne piquent pas. Seules les femelles piquent. Et donc du fait que les mâles de moustique ne piquent pas, ça veut dire qu'ils ne transmettent aucune maladie. Alors vous vous rendez compte qu'effectivement, lorsque vous avez une telle technologie que vous amenez sur le terrain, comme les mâles ne piquent pas, donc du coup, effectivement, ça réduit déjà la transmission du paludisme. Mais en plus, on sait tous très bien évidemment que le mâle a besoin de la femelle pour avoir des enfants. Donc s'il n'y a pratiquement pas de femelle et qu'il n'y a que de mâles, donc vous allez voir très rapidement que votre population de moustiques va se réduire au point effectivement que la chaîne de transmission va être complètement cassée. Mais quand on parle de target malaria et puis on dit moustique génétiquement modifié, les gens pensent peut-être quelquefois en fait qu'on travaille juste de façon pas du tout contrôlée, ce qui est absolument loin d'être local. C'est-à-dire que ce que nous faisons d'abord, il y a une agence de contrôle qui est mise en place par le gouvernement qu'on appelle l'Agence nationale de biosécurité. Et cette agence, effectivement, a pour mission de pouvoir réglementer ces différentes technologies, surtout de modification génétique. Lorsqu'en tant que chercheur, j'ai une idée, je viens avec un dossier, c'est l'agence, effectivement, qui va prendre le dossier avec tous les experts qui sont au niveau de différents ministères, qui viennent effectivement évaluer votre dossier pour regarder les risques potentiels qui sont liés à ce projet. Et quand ils se rendent compte effectivement qu'il y a trop de risques, ils ne vous donneront jamais l'autorisation de le faire. Donc ils vont vous dire effectivement de retravailler pour être sûr effectivement que les risques sont minimes. Et c'est dans ce sens-là justement que nous travaillons avec cette agence. Et puis nous avons eu les autorisations parce que les évaluations ont été faites et ils se sont rendus compte effectivement que les risques sont extrêmement minimes par rapport aux bénéfices effectivement qu'on peut en tirer. Et c'est ce qui nous a donné l'autorisation justement de faire le travail. Et au-delà même de cette agence, je peux vous dire qu'au niveau international, même l'Union africaine, effectivement connaît cette technologie et a un droit de regard là-dessus. Vous avez l'Organisation mondiale de la santé également qui a un droit de regard là-dessus. Et toutes ces organisations reconnaissent vraiment la valeur ajoutée de cette technologie dans l'écosystème de la lutte contre le paludisme et encouragent les chercheurs effectivement à aller dans ce sens. Mais en précisant, il faut en fait que ça se fasse de façon de co-développement, c'est-à-dire en impliquant au maximum les différentes communautés, mais au-delà également, nous assurer effectivement que toutes les mesures ont été prises pour nous assurer que les risques ont été bien évalués et que le jour où la technologie va être réellement relâchée sur le terrain, ça puisse avoir un impact, mais utilisé de façon la plus sécurisée possible. Un moustique peut muter et fondamentalement changer pour commencer à transmettre une maladie qu'elle ne transmettait pas. Ça, c'est vraiment extrêmement rare. Et en la matière, Anopheles gambier, en aucun cas, nulle part, n'a été montré effectivement être à l'origine de la transmission de la dengue. Alors l'extrait est un tout petit peu long, mais nécessaire pour être un peu situé. Alors Ali Tapsoba, nous avons tous écouté cette intervention du docteur Sanou. Alors pour revenir aux différents griefs évoqués tout à l'heure, vous parlez d'approche opaque. Approche opaque, le docteur Sanou qui explique que plusieurs agences suivent de près ce projet. Les résultats présentés au public, j'ai souvenir qu'en novembre, ils ont animé une conférence de presse à Ouagadougou pour expliquer un peu l'état d'avancement de leur projet. La question est, est-ce que les propos qu'il a tenus
au cours de cette émission et que nous venons de diffuser, est-ce qu'elle répond un peu aux griefs que vous avez énumérés? Non, les propos ne sont pas du tout fondés. Parce que vous êtes journaliste. Avez-vous un rapport d'évaluation publique? Je ne pense pas. Nous avons fait expressement une demande à l'Agence nationale de biosécurité pour avoir ce rapport. On nous a fait savoir que ce rapport est sous le sceau du secret. Il y a toute une procédure. En principe, si c'était réellement un projet non impact d'utilité publique, il devrait avoir ce plaisir de publier un rapport d'évaluation pour que tout le monde l'ait. Vous êtes de la presse, vous ne l'avez même pas. Est-ce que vous êtes allé du côté des populations où le lâcher s'est déroulé? Est-ce que vous avez les avis des populations? Nous sommes allés auprès des populations et là encore, vous vous rendez compte que le projet a fait en sorte que les populations ne puissent pas s'exprimer librement. Vous êtes journaliste, nous sommes allés... Des menaces? Oui, des menaces. Nous sommes allés avec des hommes de médias. D'abord, les gens du village, ils vont commencer par vous dire qu'il n'est pas possible d'interviewer une personne sans l'avis du chef ou du CVD. Ils vont vous faire comprendre qu'il n'est pas possible de prendre des photos. Ils ont même mis des prix, ça c'est vos confrères qui nous ont rapporté. Et personnellement, lorsque nous avons essayé d'avoir des séances d'échange, il y a des groupuscules qui nous ont menacés. Il a fallu, dans le temps, l'autorité au niveau des hauts bassins pour assurer une certaine sécurité, pour nous permettre de pouvoir échanger avec quelques personnes du village. C'est pour vous dire que ce projet, contrairement à ce que le professeur vient de dire, il n'évolue pas réellement dans un climat où il partage les informations avec le public. D'ailleurs, nous avons demandé qu'il y ait une évaluation indépendante des risques, parce que l'Agence nationale de biosécurité est censée normalement être arbitre. Il y a un conflit d'intérêts. Il y avait un directeur de l'agence qui était en même temps membre du conseil d'administration du projet Target Malaria. Comment un DG qui est membre du conseil d'administration d'un projet peut en même temps être évaluateur de ce projet et donner un résultat probant? Dans tous les cas, il n'y a pas de résultat publié jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous avez tenté une approche auprès des responsables, des coordonnateurs du projet? Oui, nous avons eu plusieurs fois des échanges avec les gens du projet. Rien que le mois de décembre, nous sommes allés à un atelier d'information. Et à cet atelier d'information, toutes les questions que nous avons posées dans le sens de bien comprendre le sens du projet n'ont pas trouvé comme réponse. Vous sentez clairement qu'on ne veut pas vous dire les choses. Parce que quand il a parlé, par exemple, que le projet avance avec un certain contrôle, une législation, non. Parce que la loi 064 AN 2012, qui régularise les questions de biotechnologie au Burkina Faso, n'a prévu nulle part la question du forçage génétique qu'on appelle impulsion génétique. Cette loi parle plutôt des organismes génétiquement, les OGM classiques. À terre, c'est comme si, par exemple, on est en train de faire un permis poids léger, et une personne est en train de former des gens pour faire du permis poids lourd, alors qu'au niveau national, on n'a pas encore légiféré la question du permis poids lourd. C'est pour ça que nous disons qu'en fait, ce projet est en train d'avancer en déphasage même avec la législation nationale. Puis, quand vous prenez, par exemple, le protocole de Cartagena, qui préconise les principes de précaution, vous allez vous rendre compte que ce projet ne respecte pas les principes de précaution. Alors, dit comme ça, excusez-moi de vous couper, on a l'impression que le projet se déroule en vase clos, mais pourtant il est mené par des chercheurs qui relèvent de l'IRSS, donc du ministère de la Santé. Donc on se dit que le pouvoir public a un droit de regard tout de même. Le pouvoir public même que vous interpellez... Oui. Effectivement, c'est des éminents chercheurs de l'IRSS qui mènent le projet. Mais entre être un bon chercheur, entre loger le projet dans une institution et les objectifs que le projet a, on peut se poser des questions. Parce que le projet est arrivé dans un contexte du Burkina, ça fait quand même depuis 2012 qu'ils y sont. C'était dans un contexte politique autre. Aujourd'hui, avec la vision souverainiste que nous avons, on ne peut pas se permettre d'avancer dans un projet qui peut gréver la souveraineté sanitaire des communautés africaines, des communautés burkinabées bientôt. Parce qu'il y a une chose que les gens ne savent pas. Dans aucun pays africain, on a connu des lâchers de moustiques génétiquement modifiés. Le Burkina Faso est actuellement le premier et le seul pays africain où on a connu des lâchers de moustiques génétiquement modifiés. Il y a eu des lâchers de moustiques, mais en Amérique latine, notamment en Malaisie et au Brésil, dont les résultats ne sont même pas probants. Et où nous sommes en train d'aller,
la question de l'impulsion génétique, la question du forçage génétique, voici le terme qu'on peut comprendre aisément, n'a jamais expérimenté dans aucun pays du monde. Ce qui veut dire que si on permet au projet Target Malaria d'atteindre la 3e phase et de relâcher dans la nature des moustiques à impulsion génétique, ça veut dire forçage génétique, le Burkina Faso serait le premier pays au monde à connaître cette expérience. Nous aurons été des cobayes pour une technologie hasardeuse, incertaine, polémique au temps international, parce qu'il y a beaucoup de publications scientifiques qui ont démontré que cette technologie, elle est dangereuse. Est-ce que ce ne sont pas peut-être le manque d'informations qui motive vos inquiétudes? Nous sommes suffisamment informés pour douter fortement de ce projet. D'ailleurs, nous avons pris le temps de documenter suffisamment des informations sur ce projet. Et d'ailleurs, nous avons eu beaucoup d'échanges avec les gens de Target Malaria. Nous sommes allés visiter l'insectarium et autres. Et quand vous avez vu notre conférence, nous avons plus soin de remettre aux hommes de médias les différentes publications scientifiques qui démontrent que ce projet n'est pas du tout un projet intéressant. Et le projet, il est hyper dangereux. Nous avons cité des articles scientifiques par rapport à ça. Donc, à ce niveau, nous sommes suffisamment informés de savoir que ce projet n'est pas du tout bien pour les communautés burkinabées. Et qu'est-ce que vous attendez du gouvernement? Nous attendons simplement du gouvernement qui prenne leurs responsabilités, comme les gouvernements passés d'ailleurs. Surtout qu'aujourd'hui, comme on le disait tantôt, aujourd'hui il y a une vision de souveraineté, souveraineté alimentaire, souveraineté politique, souveraineté culturelle, souveraineté sanitaire. Et ce projet, nous en sommes convaincus, va gréver la souveraineté sanitaire de Burkinabé. En ce sens que d'abord c'est une science coloniale, c'est comme ça que nous l'appelons, parce que les moustiques, les œufs des moustiques sont importés de l'Imperial College de Londres. Ce qui veut dire qu'en réalité, c'est une technologie qu'on a importée et qu'on a amenée à l'insectarium du Bobo pour permettre à nos chercheurs de poursuivre la recherche. Quand le docteur Diabaté parle de lâcher exclusivement des mâles stériles, nous avons des publications qui montrent qu'il n'est pas possible de pouvoir relâcher dans la nature exclusivement des moustiques mâles stériles. Il y a des taux de femelles qu'on peut relâcher et les femelles piquent, ils peuvent donner le paludisme. Et nous savons aussi que ces technologies n'ont jamais été prouvées nulle part dans le monde. Les Brésiliens l'ont essayé, ils ont relâché des millions de moustiques dans la nature, mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas réglé le problème de la dengue dans leur pays. Donc, nous attendons que les autorités politiques prennent leurs responsabilités en mettant purement fin au projet Target Malaria. Et quelles sont justement les alternatives que vous proposez? Le Burkina Faso a beaucoup d'alternatives en matière de santé. Au niveau du ministère de la Recherche, il y a une direction de la médecine traditionnelle. Et à ce niveau, il y a suffisamment de recherches endogènes à bout de vignier du Palu. Il y a un traduit praticien burkinabé qui a été prix Nobel Kigali 2003 en matière de plantes. Il s'agit de Afis Bandé. Nous l'appelons docteur Afis Bandé. Voici des gens qui, même au-delà du Burkina, ont fait des recherches en matière de plantes que d'autres pays prennent. Il y a beaucoup de naturothérapeutes qui ont des solutions endogènes contre le palu. Il y a des plantes comme l'artémisia qui, divulguées à grande échelle, peuvent venir à bout de palu. Et nous avons dit, la question du paludisme est un problème d'hygiène. Si on met en place une très bonne politique d'aménagement du territoire, si on met en place une bonne politique d'hygiène et d'assainissement, en impliquant les communautés locales, les mairies, aujourd'hui nous avons les délégations spéciales. En 10 ans, nous allons venir à bout du palu. Il y a déjà, par exemple, au niveau du ministère de la Santé, un certain nombre de méthodes qui luttent contre le palu. Si on analyse cela à ce que nous venons de citer, nous pouvons venir à bout du palu, parce qu'il y a des pays qui sont venus à bout du paludisme sans passer par l'usage
tout simplement de systèmes génétiquement modifiés. Alors je reviens à cette question, l'implication des chercheurs burkinabés dans ce projet. Est-ce que, dit ainsi, les motivations initiaux du projet ont peut-être été dérivées par la suite, alors qu'on sait qu'il y a des chercheurs burkinabés impliqués, d'autres chercheurs d'autres pays? Est-ce que ce n'est pas mettre en doute leur patriotisme, leur amour pour ce pays dans le cadre de la lutte contre le paludisme on s'est fait des milliers de morts. On a 4000 morts par an au Burkina. Nous n'osons pas... Est-ce que cela ne pourrait pas justement porter un coup sur leur motivation ou décourager? Nous n'osons pas mettre en doute leur patriotisme. Il se peut que ce sont des chercheurs mieux de bonne volonté pour lutter contre le paludisme. Seulement, ils implémentent un outil qui n'est pas efficace, un outil qui est dangereux. Parce que vous savez, le problème qu'il y a dans la recherche est qu'au niveau national, on ne finance pas suffisamment la recherche. C'est pour ça que vous voyez que dans notre plaidoyer, on demande qu'il y ait un financement endogène suffisant pour permettre à nos chercheurs de mener des recherches en phase avec la vision du pays. Généralement, ce sont des firmes qui proposent des projets de recherche. Donc, un chercheur peut être patriotique, compétent, avec toute la volonté, mais il a un fonds qui est bien orienté par rapport à un domaine et ici aventure. Donc, nous sommes convaincus qu'actuellement, les chercheurs de Target Malaria sont patriotiques, mais ils sont sur une fausse route par rapport à une recherche. Parce que simplement, cette recherche est financée par une personne qui, au niveau international, ne peut jamais inspirer confiance du point de vue de sa vision. Il s'agit notamment de Bill Gates. D'ailleurs, il y a un problème éthique. Pourquoi ces milliards qu'on a injectés dans cette recherche incertaine-là ne pouvaient pas simplement être injectés déjà dans les chercheurs burkinabés qui travaillent depuis des décennies pour éradiquer le paludisme? Il y a des chercheurs burkinabés qui ont travaillé sur des plantes répulsives. On en connaît. Il y a, comme nous l'avons cité, des naturothérapeutes qui ont des solutions, qui ne demandent simplement qu'on mette des moyens technologiques pour pouvoir faire à grande échelle. Vous savez, vous connaissez le vaccin de Nanoro, un vaccin jugé efficace, mais qui souffre de financement pour pouvoir généraliser. Pourquoi on n'a pas mis tous ces milliards-là déjà dans ces recherches avancées et on avance dans un domaine purement incertain qui n'a jamais fait de résultats probants nulle part dans le monde? Alors, est-ce que c'est pas déjà précipité de dire que ces recherches sont incertaines et qui ne produiront aucun résultat, vu que le processus est toujours en cours et il semble qu'ils sont à la deuxième étape? C'est pas incertain. Vous savez, lorsque vous voyez un avion qui décolle avec des insuffisances techniques, je pense que l'intelligence voudrait qu'on atterrisse. Parce que vous savez que la trajectoire, déjà, il y a de forts risques qu'il y ait crash. Et quand nous avons partagé des publications scientifiques qui démontrent que réellement ce projet n'est pas bien, par exemple la deuxième phase, il y a des publications qui montrent que la souche elle n'est pas bonne. Les gens du projet le savent très bien. Comment on peut utiliser des souches qui ne sont pas correctes et pour pouvoir implémenter un projet? Donc, ce n'est pas parce que le projet est en phase que nous doutons, parce qu'il y a eu des lâchers de moustiques ailleurs qui n'ont pas donné de résultats. Il y a eu des discussions au niveau international, sous-régional. Il y a même des chercheurs burkinabés qui ne sont pas d'accord avec ce projet. Demandez l'avis, par exemple, un certain nombre de personnes qui sont dans le domaine médical. Vous allez comprendre ce qu'ils en pensent du projet. Donc, vraiment, c'est une science incertaine et nous sommes convaincus que ça ne va pas être la solution du paludisme. D'ailleurs, nous en doutons. Regardez bien. Aujourd'hui, on sait qu'avec les moustiques, on peut fabriquer des armes biologiques. Quand la première phase, on dit que ça n'a pas d'objectif d'éradiquer le paludisme, nous sommes dans la deuxième phase. On dit que cette phase aussi n'a pas d'objectif d'éradiquer le paludisme, mais c'est pour tester la capacité des moustiques à s'adapter au biotope, à se déplacer, on observe. Et on attend une troisième phase qui n'a jamais été essayée nulle part dans le monde pour voir comment on lutte le paludisme. Il y a des questionnements qui se posent derrière. Et dans le contexte d'insécurité où nous sommes, nous avons réellement raison de nous méfier
surtout quand on sait qu'on peut utiliser un jour les insectes comme armes biologiques. Alors on espère vous avoir sur ce plateau avec peut-être l'un des membres de l'équipe de coordination du projet Target Malaria pour apporter plus de réponses à vos inquiétudes. Merci Ali de Guamatapsoba d'être venu sur ce plateau. Merci. Vous n'avez pas pour de la dengue. Alors, nous sommes au terme de cette émission. Merci pour votre attention.